bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On commence la semaine sur les marchés avec une petite phase, comme vous le savez, de consolidation. Alors, consolidation, ça ne veut pas forcément dire retournement. On va voir ça ensemble. Salut Vlad, salut Thierry, salut Philippe et salut Arnaud et salut toutes celles et ceux un petit peu plus silencieux. On a également une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. On a des phases de consolidation finalement de partout. Donc, finalement, toutes les tendances qu'on travaille, que je travaille depuis maintenant des semaines, elles sont pas remises en question, mais c'est un peu moins facile que ces dernières semaines. Alors, moins facile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore une fois que les tendances, bien évidemment, lorsqu'elles sont en place, tout le monde le sait, elles ne durent pas ad vitam aeternam, première chose. Deuxième chose, même si on a des tendances bien ancrées, il y a des phases de consolidation sur des unités de temps plus courtes. Jusqu'à présent, elles étaient peut-être un petit peu moins intensives que ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles se sont accélérées, que ce soit les tendances haussières sur les indices, que ce soit la tendance baissière sur le dollar, que ce soit la tendance haussière sur l'or, l'argent, que ce soit la tendance sur les cryptos, plus particulièrement sur le Bitcoin qui a explosé. Donc forcément, on a, je vais pas dire un retour de boomerang, mais voilà, on a des phases effectivement un petit peu de contre-pied qu'on a également un petit peu plus forte quand vous avez de la volatilité, quand vous avez des variations haussières ou baissières, peu importe d'ailleurs. Quand on a d'ailleurs des corrections baissières, c'est la même chose. Lorsqu'on a des corrections pardon, baissières très très fortes, et ben après on a des corrections haussières très très fortes, comme on l'a connu d'ailleurs au début du Covid, là, entre le mois de, donc il y a un an maintenant, entre le février et le mois de mars, c'est que le CAC perd 40%. Et ben, lorsqu'après on a une phase de rebond qui est en train de se mettre en place, et ben, le CAC est capable de prendre 25% en quelques jours. Je dis bien en quelques jours. Le CAC ici avait pris, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais entre le, c'est quoi, 20 mars et 26 mars, d'accord? Donc en 6 séances de cotation, 6 jours, le CAC avait pris 25%. Il avait perdu 40. Alors, salut Seb, salut Laurent, salut Yann, salut tout le monde, salut Alain, Julien, Quentin, Laurent, Boris, Frédéric et Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, notre point de repère sur les tendances, je vais être très concret par rapport à ceux qui suivent et ceux qui font le plaisir d'être là toutes les semaines pour pas répéter à chaque fois la même chose. Donc les tendances restent aussi OK. On a les MM20 daily qui sont nos points de repère. Je prends par exemple le DAX, j'aurais pu prendre tout à fait le CAC, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le CAC est peut-être même un peu plus intéressant d'un point de vue technique que le DAX, quoique non, pas forcément. Le CAC qui est passé qui était entre 5005 et 5006 à la louche. Voilà, on a notre petite phase de range qui a duré combien de temps? Entre le 20 novembre et donc pendant 46 jours, pendant un mois et demi, le CAC n'a pas bougé. Entre 5005, 5006. Alors oui, on a fait un excès baissier, ok d'accord, c'est un peu compliqué, etc. On est en train de faire un petit excès haussier, on est en train de le consolider ici. Pour autant, moi je prends toujours un petit peu de recul, comme vous le savez. J'utilise notamment l'unité de temps daily. On est toujours au-dessus des MM20. On prend le CAC, ok, au-dessus de la MM20. Le DAX, on a une MM20 daily qui a priori est toujours haussière. D'ailleurs, je vais changer la couleur de mes flèches parce que je ne sais pas pourquoi elles sont plus souvent rouges que vertes. Je ne sais pas pourquoi. Hop. La MM20 Daily sur le DAX est haussière. Ok, donc tant qu'on passe pas sous les 13004, 13006. Si vous avez le carnet de bord de début de la semaine dernière, salut DLN, salut Seb, salut Alain, salut Yann, je vous ai déjà dit bonjour, je crois. Mieux vaut deux fois qu'une. 13004, 13005 par exemple sur le DAX, c'est plutôt la zone d'achat dans une optique swing. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça correspond précédente résistance, support, tendance haussière, on corrige. Il suffit qu'on nous mette peut-être une petite moyenne mobile, et dans quelques jours, une bande de Bollinger, pardon, on va avoir notre Bollinger qui va progressivement remonter, remonter. Je vous rappelle que les bandes de Bollinger, c'est un écart type par rapport à la moyenne à 20 jours, enfin ou 20 périodes plutôt, pardon, parce que ça dépend si vous êtes en unité journalière ou horaire ou 15 minutes. Votre écart type par rapport à la moyenne des 20 dernières bougies de l'unité de temps considérée, pour être tout à fait exact dans les termes, salut Christophe, et avec un petit peu de volatilité dedans,
Ça nous donne du coup une bande de Bollinger qui devrait passer à peu près autour des 13 400. Donc 13 400, idéalement, c'est notre zone d'achat. Sauf qu'on peut bien évidemment ne jamais y arriver. En attendant, on travaille à l'achat à la tendance. On a travaillé le plus longtemps possible pour le moment. On a des dégradations à très court terme. Alors les dégradations à très court terme, c'est quoi? C'est la rupture des plus bas de la séance précédente. On l'a fait. C'est exactement la même chose d'ailleurs qu'on va faire très probablement sur les indices américains, même s'ils n'ont pas encore ouvert. Ok. Donc là, on va avoir très probablement la rupture des plus bas de la séance précédente, ce qui nous incite à être peut-être plus, alors prudent, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un peu plus mesuré sur des recherches d'achat vraiment très offensives sur les indices. Voilà. Donc, concrètement, on a premièrement cette donc phase de repli, etc., etc. Si on attend là-bas les 13004, on va attendre bien longtemps, d'accord? Donc si on attend là, on se met une alerte, on part en vacances et puis après on revient une fois que ça sonne. Si on veut faire un peu de trading, bien évidemment, on va se placer sur des unités de temps plus courtes. Si je me place ici sur du H4, ça ne nous donne pas grand-chose. Et si on se place pardon, sur de l'horaire, eh ben, ça nous donne tout simplement la rupture de cette MM20, un gap baissier, une petite phase d'accélération baissière pour le moment. Et effectivement, sur des unités de temps courtes, notamment sur de l'horaire, salut Michael, et ben ça nous incite peut-être à travailler à la vente, pourquoi pas jusque cette zone-là. Alors ça fait loin, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Je pense pas que vu le contexte, on soit vraiment dans une phase de retournement de marché. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce qui va se passer cette semaine. Il y a trois choses. Première chose, on a jeudi le plan de relance de Biden, les plus de 2000 milliards de dollars, les 2000 dollars de chèques à chaque foyer américain, etc., etc. Ça, c'est très attendu par le marché. C'est même peut-être même plus qu'attendu. C'est peut-être même déjà pricé. Deuxième chose, donc ça c'est jeudi. On a également les banques centrales, la Fed, la BCE. Là aussi, il n'y a pas non plus de grandes nouveautés à avoir. La Fed va continuer à injecter. Elle l'a déjà dit la semaine dernière. On a eu les minutes du FOMC en disant que bah, pour le moment, on va pas mettre plus au pot parce qu'il n'y a pas forcément de raison. Et on va pas mettre moins parce que pour le moment, la reprise économique, elle est inexistante. La semaine dernière, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis, ADP, NFP, catastrophique. On attendait 60 000 créations de postes sur les deux. Sur les deux, on a eu plus de 120 000 destructions de postes sur le mois de décembre. Donc c'est catastrophique. Donc forcément, les banques centrales, pour le moment, on ne va pas resserrer les vannes. Mais on va quand même suivre éventuellement les discours. Et troisième chose, donc on a vu Joe Biden, plan de relance, Banque centrale. Troisièmement, on a les publications des banques. Donc concernant les publications des banques, on attend quand même des replis des bénéfices nets par action de l'ensemble du secteur bancaire. Je crois que c'est à peu près moins 8% sur le trimestre. C'est le troisième pire trimestre depuis la crise de 2009. Donc ça sera éventuellement effectivement aussi à surveiller si c'est meilleur, s'il y a des surprises, si c'est nettement meilleur, si c'est nettement moins bon que prévu. Voilà globalement un peu les thématiques de la semaine. Parenthèse fermée. Salut Vince. Ensuite, donc pour le moment, on a un flux baissier qu'on peut travailler pour les plus offensifs. Voilà. Le but, c'est pas de se mettre en face pour le moment de ce petit flux baissier parce que en début de semaine, c'est toujours un petit peu délicat de se dire ça a baissé, ça a monté. Le marché est en train de se chercher. Est-ce que à l'Open US, il va se passer un truc ou pas? C'est dans une heure, dans moins d'une heure, on verra bien. Mais voilà, donc en fait, on est un peu dans la pause de cette grande tendance haussière. Alors, je vais revenir sur le DAX. Excusez-moi, je switch beaucoup. On est dans une pause de cette grosse tendance haussière qu'on va, pour le moment, pas ranger dans le placard et de se dire ça y est, c'est terminé, c'était le point haut, ça va baisser, etc., etc. Généralement, qu'est-ce que je dis dans ces cas-là? On prend un graphique, on va, mince, je sais pas ce que j'ai fait. On va inverser l'échelle. Je vais changer les couleurs, comme ça sera un petit peu plus intéressant. Voilà. Et je me suis trompé, pardon. Je crois que je me suis trompé, non? Oui. Voilà. Voilà pour le moment ce qui se passe sur le DAX.
dans un graphique inversé. Un graphique inversé, ça permet de prendre un petit peu de recul sur la situation, etc., etc. Imaginez que ce soit une action, imaginez que ce soit quelque chose que vous voulez acheter. La question, c'est en gros, est-ce que c'est parti, est-ce que c'est la bonne? Voilà. Est-ce qu'on a un gros signal d'achat? Premièrement, alors on a un petit signal d'achat, oui, certes. On a un gap, on a un gap plus une petite accélération. On est très en bas, ça a beaucoup baissé. Ok, d'accord. Par contre, est-ce qu'on est pour le moment dans une phase de retournement de tendance où on peut ne chercher que des achats, des achats, des achats, des achats, des achats parce qu'on est dans une tendance haussière? Non. Ok? Voilà. Donc simplement le retournement de tendance, ça me permet de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Hop, je vais me remettre à l'endroit. Voilà. Donc, à très court terme, stratégie baissière, point de repère, c'est le gap de ce matin, sachant qu'en plus, on a consolidé juste en dessous du gap, etc. Jusqu'où? Alors, c'est toujours la même histoire. On se prend des unités de temps qui nous intéressent, par exemple du 4 heures. Ça nous donne des objectifs potentiels. Et une fois ces objectifs potentiels ralliés, par exemple sur cette zone-là, on pourra peut-être, j'ai envie de dire plus sereinement, sur les 13 006, reprendre le train en marche parce qu'on est toujours dans une tendance haussière. Donc dans une tendance haussière, je travaille à l'achat sur des zones clés en attendant des signaux dans ces zones clés. Voilà pour faire très très simple. Le contre-exemple, bien évidemment de ça, je vous fais la transition tout de suite. Je vous donne le contre-exemple parce que, encore une fois, travailler dans le sens des tendances, premièrement, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Deuxièmement, ça veut dire qu'on n'attrape jamais le point bas et le point haut parce qu'on travaille dans des tendances et travailler dans des tendances, on ne peut pas attraper le point de départ d'une tendance parce que pour le moment on est toujours dans la tendance précédente. Ok, j'espère que là-dessus c'est d'accord. Sur l'eurodoll par exemple, je l'ai travaillé à l'achat, à l'achat, à l'achat, etc. La dernière fois que je l'ai travaillé à l'achat, ça n'a pas fonctionné ici. J'ai attendu qu'on revienne sur la bande basse de ce canal ascendant. On est dans une tendance haussière, pas de problème. Hop, je suis là, j'attends un petit signal, j'ai mon petit signal, il se déclenche pas, et ben je me fais stopper, pas de problème. Maintenant, je change de fusil d'épaule. Je change de fusil d'épaule d'une part parce que cette tendance haussière n'a plus lieu d'exister. Mon gros niveau d'invalidation de cette tendance haussière, je vous rappelle que les canaux haussiers, baissiers, c'est très bien, mais ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus fiable, ce sont les niveaux historiques de prix horizontaux, parce que le marché se souvient des niveaux horizontaux, alors que les niveaux obliques, etc., ce sont plus des représentations psychologiques ou matérielles pour se représenter que ce soit une tendance ou que ce soit une situation psychologique de marché, comme par exemple des triangles ascendants, des triangles descendants, des biseaux, etc. Bref, toutes ces petites phases de consolidation qu'on a au fur et à mesure. Donc depuis qu'on a pété ces 1,22, la stratégie pour moi, c'est déjà de ne plus privilégier les achats tant qu'on est en dessous des 1,22 parce qu'on est en tendance baissière. Donc je ne vais pas chercher à payer tous les 30 pips de repli parce que voilà, parce que j'ai de la conviction forte que ça va pas baisser plus, j'en sais rien. Donc c'est pour ceux qui veulent travailler à la vente, tant mieux. Moi je suis pas dedans, donc là c'est un petit peu plus délicat. Je vais peut-être potentiellement attendre un petit peu plus bas éventuellement pourquoi pas travailler à l'achat même de manière offensive. Ou alors, deuxième option, donc ça c'est la première option, offensive. La deuxième option, c'est d'attendre un petit pullback là-dessus. Si jamais j'ai une réaction négative sur mon niveau d'invalidation ou peut-être même juste en dessous, si j'ai une réaction négative, ça me permettra de confirmer le fait que ce mouvement-là, c'est pas un bear trap, c'est tout simplement le début d'une tendance baissière avec très probablement, bah voilà, des tendances baissières, etc., etc. Franchement, j'en doute. J'en doute. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de rentrer là au milieu un peu de ces zones d'intervention. Moi, j'étais là. On peut pas être suivre la tendance à l'achat ici et chercher en même temps le point haut là-haut en partant du principe qu'on va avoir un retournement. Sinon, c'est contre-intuitif. Ça, c'est méthode de la veille, c'est essayer de chercher le point bas, le point haut d'une tendance. Ce n'est pas possible. Il faut choisir son camp. Donc soit on cherche des niveaux de retournement et on se fait très souvent stopper, 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 stopper. À un moment donné, c'est le point haut et on se dit peut-être, bah, j'arrive sur cette zone-là, je sors ma position baissière parce que bah, à chaque fois qu'on touche des supports, finalement ça remonte et finalement on n'est plus dedans. Donc moi, je pars du principe que je vais travailler les tendances. Si jamais c'est effectivement une tendance baissière, bah, il n'y a pas de problème. On va avoir des petits rebonds techniques intraday sur des grosses zones et ces grosses zones,
vont réagir. Et si ces grosses zones réagissent, eh ben, pas de problème, je prendrai le train en marche de cette tendance baissière dans laquelle pour le moment je ne suis pas. Ça me fait le parallèle avec le dollar index. Dollar index, on en parlait tous les jours, tous les lundis depuis des semaines. MM50 H4. Ça a réagi 22 fois, enfin j'en sais rien, je dis un chiffre au pif, mais à peu près, enfin en tout cas plus d'une dizaine de fois. On l'a pété. La dernière fois que je l'ai travaillé à la vente au travers d'achats Eurodoll, c'était à peu près autour d'ici. D'accord? J'avais mon stop. Du coup, je fais la corrélation, le parallèle entre la position à l'achat sur l'Eurodoll et celle de le short sur le dollar index. Mon stop juste le au-dessus. Donc on a pété pour le moment le niveau. On est pour le moment dans un flux haussier. Ok, très bien. Alors, c'est un peu aussi la problématique d'une tendance baissière, c'est que lorsque vous avez une tendance baissière comme ça très très forte depuis des semaines, installée depuis des semaines et depuis des mois, c'est que il va y avoir des résistances à tous les paliers. C'est là où ça va être délicat. Donc il faut choisir son camp là maintenant. Est-ce qu'on part du principe que, ok, en hebdo, ça y est, c'était le point bas, le gros niveau mensuel des plus bas de 2018, les plus bas de 2015, les plus bas de 2016 ont été atteints. C'est parti, c'est la fête, le dollar va exploser. Voilà. Moi, je suis partisan des tendances, donc je vais attendre encore un petit peu pour me remettre dans le bas. D'accord? Donc, j'ai invalidé. Premièrement, j'ai travaillé mon plan baissier sur le dollar, donc haussier sur l'eurodoll. Deuxièmement, deuxième étape, je l'ai invalidé parce qu'il est invalidé. Donc, j'ai l'humilité de le reconnaître et j'ai l'humilité de prendre ma perte pour le moment. Troisièmement, reconsidérer le plan. Est-ce qu'il faut le reconsidérer à moyen terme ou est-ce que pour le moment, c'est simplement un petit excès dans une tendance qui reste affirmée. Alors, j'ai pas tout à fait le. Bah, on va en parler de l'or et le silver, Mathieu. Moi, j'ai pas trop l'explication, mais je vais vous donner en fait ce qui n'est pas une explication. Parce que comme je sais pas si Mathieu, tu as vu le débrief hebdo ce week-end, mais comme je l'ai en toute humilité, j'ai essayé de poser la question à des analystes ou des personnes qui expliquent les mouvements, même après coup, peu importe, je m'en fous, mais ça me permet au moins de comprendre le contexte. Personne n'a su me donner la réponse. Donc, j'ai pas la réponse non plus, mais on va en parler juste après. Donc, on a invalidé pour le moment ce truc-là. Voilà. Donc, je vais laisser, pour moi, c'est généralement dans ces phases de marché, il me faut plusieurs heures, voire peut-être même plusieurs jours avant de prendre une décision de travailler parce que le but c'est de travailler soit à l'achat soit à la vente, c'est de choisir son camp en fonction des éléments que nous donne le marché. Mais pour le moment, clairement, je ne me pose pas la tendance. D'accord? Donc, je vais mettre un petit peu en stand-by ce truc-là. Et d'ailleurs, je l'avais expliqué notamment dans le débrief hebdo dimanche, c'est que si jamais on pétait les 1,22 à la baisse, c'est que très probablement je mettais l'eurodoll de côté dans un premier temps. Donc pour le moment, c'est ce que je vais faire. Ma stratégie pour le moment, c'est simplement d'essayer d'observer si jamais on a un rebond technique là-dessus, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Si on a une réaction négative là-dessus, je pense que je vais prendre le train en marche et je vais le shorter. Voilà, je vais changer de fusil d'épaule. Pour le moment, le dollar est relativement fort. Alors le dollar est relativement fort parce qu'on a une remontée notamment du taux à 10 ans aux États-Unis. Alors, c'est l'une des explications de certains concernant ce qui s'est passé sur le gold. Alors moi, je trouve ça assez étonnant parce que bah, on va le faire tout de suite tiens, sur le gold. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on m'explique après coup en disant bah, c'est à cause du taux à 10 ans. Alors, les gars, le taux à 10 ans, il a commencé déjà à monter quand même depuis un petit moment, hein. C'est pas, ça fait 6 mois hein, qu'il monte. Ok, très bien. Là, il a accéléré. Mais il a accéléré à partir de quand? Du 5-6 janvier. Ok, je prends les cours de l'or. Le 5-6 janvier, c'est ici, hein. Il n'a pas commencé à monter à partir du 8 janvier. Le 8 janvier, il y a eu une panique générale. Alors, il y a peut-être effectivement le taux à 10 ans. Certains ont dit oui, mais c'est parce que en fait, le Bitcoin, il monte tellement que tout le monde vend son or et achète du Bitcoin. Alors, attention, les crypto-monnaies, c'est 1000 milliards de dollars de capitalisation. Je parle bien de capitalisation, c'est-à-dire combien est valorisé l'ensemble du marché des cryptos. D'accord? C'est pas le volume d'échange moyen. Sur le marché des devises, il s'échange entre, allez à la louche,
entre 5 000 et 6 000 milliards par jour d'échanges. C'est pas de valorisation, c'est d'échanges. Donc je ne pense pas que le Bitcoin soit capable d'absorber un vase communicant entre l'or, ce qui se passe sur l'or et ce qui se passe sur les cryptos. Le valeur refuge. L'or ne fait plus office de valeur refuge parce que bah, les indices ne font que monter. Alors aujourd'hui, le CAC perd 1%, le DAX perd 1,5%, l'or perd 0,9%, l'argent perd 3%. Donc a priori, l'argent et l'or ne montent pas quand les indices baissent. Donc valeur refuge, c'est un peu limité quand même comme explication. Il y avait quoi d'autre aussi? Le dollar, oui, le dollar. Euh, le dollar ne fait que baisser, donc du coup, on a l'or et l'argent qui ne font que baisser. Hop. Le dollar remonte, pardon, le dollar remonte, donc l'or et l'argent baissent. C'est logique d'un point de vue mécanique. Cette fameuse phrase théorique, toute chose égale par ailleurs. Donc le dollar monte, les métaux précieux, libellés en dollars, baissent. Sur l'or, sur cette petite phase entre le 16 et le 30 novembre, vous avez vu ce qui s'est passé sur les cours de l'or, hein, entre le 16 et le 30 novembre. Le dollar a perdu, le gold a perdu 7%. Ok. L'or a perdu 7%. Le dollar, sur cette même période, donc c'était, je vous ai pris entre le 7 ici, entre le 13 et le 30 novembre, le dollar a perdu 1,5%. Donc il n'y a pas de corrélation étroite entre ce qui se passe sur le dollar et sur les cours de l'or, sachant que le dollar, vous regardez, le dollar ne monte qu'aujourd'hui, hein. Les fois d'avant, il n'a rien fait, hein. Il était toujours dans sa tendance baissière, il était même sur des plus bas annuels. Voilà. Donc je ne sais pas, et les spécialistes de l'or pour le moment je ne sais pas, donc je creuserai très probablement. Ce qui est certain, encore une fois, comme je l'ai rappelé, pour le moment, moi ma stratégie était très simple sur les cours de l'or, c'est que entre dimanche et lundi, la semaine dernière, il s'est passé ça, je l'ai loupé, je n'étais pas devant, hein. Entre dimanche et lundi, je suis plutôt en train de dormir. C'est tendance primaire haussière, tendance secondaire baissière, plus de chances d'en sortir par le haut. Ok, très bien, ça c'est la théorie a posteriori. Maintenant la question c'est comment tu rentres là-dedans. Donc du coup je suis placé, je ne sais plus si on l'avait évoqué ensemble, sur des unités de temps plus courtes pour continuer à le travailler à l'achat, etc., etc. Donc j'avais pris un achat, je me suis fait stopper en stop win, etc., peu importe. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un gros flux baissier qui a commencé à se mettre en place. Et là, lorsque je vois ce type de réaction ici sur l'or, j'ai vu cette zone des 1900 dollars. 1900 dollars, c'était tout simplement une belle zone de réaction. Ok. Maintenant, une fois qu'on arrive sur cette zone-là, il va falloir réagir un minimum. Est-ce qu'il y a une réaction là-dessus ou pas? J'ai eu aucune réaction possible. Salut Fabien. Aucune réaction sur cette zone-là. Donc, du moment que j'ai pas de réaction, je le laisse pisser, je le laisse couler, et il est en train de couler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de repasser dans une tendance baissière. Ici, ça coulait de source, ça devait monter, hein, pas de problème. Pas de problème, le dollar continue à baisser, l'or continue à monter, les indices continuent à monter, le Bitcoin va à 100 000. Sauf que bah, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc effectivement, on a eu, comme le dit Fabien, la cassure de la MM20, MM20, MM50. Donc vous regardez juste ces deux points de repère très basiques. MM20, MM50, est-ce qu'elles sont haussières? Est-ce qu'elles sont plates? Est-ce qu'elles sont baissières? Premièrement, elles sont plutôt plates. Deuxièmement, on est au-dessus, on est en dessous. Bah, on était au-dessus, on est repassé en dessous. Donc on repasse en tendance neutre à moyen terme, dans un gros range tout pourri, entre guillemets. Voilà, alors le range, vous le mettez un peu là ou là, comme vous voulez. Enfin bref, on est dans un range. Voilà, on a échoué sur cette grosse zone de résistance. Super. Donc, pour moi, le gold
Alors, moi, vous savez, je shortais le gold, vendre le gold, j'aime pas ça d'un point de vue fondamental. C'est un petit peu comme shorter Tesla, comme shorter le Bitcoin ou comme shorter le pétrole. Voilà, pour moi, fondamentalement, et psychologiquement, c'est quand même très difficile. Donc, je vais plutôt chercher des achats là-dessus. Ça me semble moins dangereux quand bien même on a des replis de 7-8% dans la journée, hein. C'est quand même relativement tendu, notamment, enfin, c'est plutôt l'argent d'ailleurs qui s'est fait dérouiller plus que l'or, hein. Mais vendredi, il a perdu 6,5. Du coup, je vais chercher des points d'achat. Bah voilà, mon point d'achat, il est vite trouvé, il est là. Voilà. Donc pour le moment, je le laisse purger. On arrive là-dessus. Je vais le repayer dans une optique moyen terme. Par contre, il va me falloir une grosse réaction daily. Et la grosse réaction daily, c'est ça. Voilà. La grosse réaction daily, c'est ça. Ce sont des grosses impulsions haussières proches de la bande basse de ce canal descendant dans le sens de la tendance de fond. J'espère que c'est bien clair là-dessus. En attendant, je laisse couler et puis bah si jamais il fait des petites variations comme ça, bah je serai pas dedans, tant pis. Mais pour moi, c'était beaucoup plus propre d'accompagner là au-dessus. Voilà. Pour moi, c'était d'une évidence absolue. Et encore une fois, faut jamais être convaincu des évidences absolues parce que si c'est évident, ça veut dire qu'il y a un piège quelque part. Donc je pars du principe que les évidences n'existent jamais. Et à mon avis, faire simplement ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font des prédictions comme ça en disant ça va faire ça, et puis après ça va faire ça, et puis après en fait ça va faire ça, etc. Franchement, chapeau, parce que je suis incapable de faire ça. Par contre, je sais que si jamais on arrive sur les 1760 $, pas de problème, toute grosse réaction daily, je la payerai. Alors, j'aurai pas le point bas, hein. J'aurai pas le point bas là, 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 et là, ni là, etc. Par contre, si ça se retourne, j'aurai la dynamique pour accompagner. Je vous rappelle qu'on avait payé, il me semble, vous me direz si je me trompe ou pas, il me semble qu'on a payé l'argent ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On n'a pas payé l'or parce que l'or était là en bas et pendant ce temps l'argent était très fort. Vous me direz si je me trompe ou pas, hein. On l'a payé ici, juste avant cette grosse impulsion haussière là, et on a continué à le travailler à l'achat. On l'a retravaillé, vous me direz si je me trompe, ici. On a continué à travailler ici. Voilà. Vous vous en souvenez ou pas? Enfin, je sais pas, peut-être, j'espère. Donc, je vais continuer dans cet état d'esprit-là. L'argent, gros range, en haut, en bas. Pour moi, ça devait continuer là-haut. C'est pas le cas. Ok, c'est pas grave. Et ben, je reconsidère mon plan. Une fois qu'on revient ici, je le travaillerai à l'achat. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais maintenant, en attendant, on fait quoi? Et ben, en attendant, on fait quoi? On fait là où il y a là où il y a du flux, là où il y a de l'activité. Fabien l'a très bien fait avec vous, que ce soit les achats sur les indices, et il a de manière très offensive et très réussie travaillé à la vente sur le DAX, c'était vendredi dernier, où là, on a plutôt effectivement un flux baissier pour le moment qui se met en place. Donc, si on ne sait pas quoi faire, autant travailler peut-être là où c'est, je vais pas dire il y a où plus d'évidence, parce que rien n'est évident, mais travailler plutôt là où il y a un petit flux, où c'est un peu plus dynamique et là où on comprend mieux un petit peu les flux. Mais travailler un petit peu au milieu de nulle part, l'or et l'argent, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Moi, en tout cas, j'ai pas de zone. Peut-être que vous en avez une. Vous me direz si vous avez une zone technique claire là sur les niveaux actuels. Si vous avez une belle réaction, effectivement, avant, pourquoi pas. Mais en l'état, c'est pas le cas. Ok? Et voilà pour le moment. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est que si on suit des tendances, il nous faut des niveaux d'invalidation. Les niveaux d'invalidation, on l'a vu sur le dollar, l'eurodoll, etc., ont été atteints. Sur l'or, l'argent ont été atteints. Les niveaux d'invalidation de ces tendances haussières ou baissières. Premièrement. Deuxièmement, on a des niveaux d'invalidation sur les indices en daily qui n'ont pas été atteints. On en est loin, hein. Sur le dos, il va ouvrir dans une demi-heure. Le niveau d'invalidation, il est en dessous de la MM50, voire même là en dessous, hein, en dessous des 29 000. On est à 31 000. Là, on va ouvrir sur les 30 800 sur le dos. Donc les niveaux d'invalidation, ils sont quand même loin. En attendant, donc, ça reste de l'horaire. Si on veut se placer plutôt à la vente, ben, on va se fixer de l'horaire. Et ben, on reste en horaire et on accompagne les tendances sur des unités de temps horaires.
pour le moment. Niveau d'invalidation en horaire, c'est là-haut. Si on travaille plutôt du swing, de l'intra-swing, ce que j'appelle, ça va être donc un plutôt du daily. En daily, on a des MM20 qui sont un petit peu plus loin, des niveaux techniques qui sont un petit peu plus loin. Donc on va attendre que le marché purge un petit peu pour retravailler à l'achat sur des unités temps H4 par exemple. Est-ce que c'est bon pour la distinction entre les tendances horaires, deuxièmement, les tendances sur du daily, du swing? Sur les cryptos, on a une purge qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Ok, donc le Bitcoin a pris 700%. Hop, d'ailleurs, il est en train de péter à nouveau ses plus bas. Le Bitcoin est en train de travailler, hop, a pris 1000% depuis ses plus bas de mois de mars, ici. Hop, voilà, il a pris 960% pour être exact. Il est en train de purger. Maintenant qu'il est en train de purger, est-ce qu'on est toujours dans une tendance haussière? Oui, on a des niveaux à tous les étages parce qu'on est dans une accélération haussière, donc forcément, on a des niveaux de support un petit peu partout. Ces niveaux de support, ils sont en train d'être travaillés au fur et à mesure. Moi, j'avais un niveau d'invalidation de cette tendance haussière qu'on peut mettre sous forme de d'ellipse, de tout ce que vous voulez. Hop, je vais le faire rapidement parce qu'on a atteint. Voilà. Voilà, cette espèce de curve, vous pouvez vous amuser à tracer ça. Donc j'en avais une ici. Ok, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas grave, on s'en fout. C'est simplement pour se tracer un niveau d'invalidation. Donc mon niveau d'invalidation, ce sont des phases de consolidation latérale. Hop, je vais les tracer en bleu ici. Voilà. On a ces petites phases de consolidation latérale. Je vais mettre en moins fort parce que sinon, hop, voilà. On a ces phases de consolidation latérale, etc., etc. Et ces phases de consolidation latérale ont plus de chances de déboucher dans le sens de la tendance primaire que l'inverse. Donc, on a pété ce niveau des 38 000. Première grosse alerte. Ça, c'était ma grosse alerte du week-end. On est passé en dessous. On commence à travailler après les niveaux, les uns après les autres. Le premier, première réaction. Le deuxième, on a fait une grosse réaction ce matin sur ce deuxième niveau ici des 32 400. Voilà. Et on est en train de le péter. On va très probablement travailler le troisième niveau ici. Donc pour le moment, pareil que par exemple sur les indices, c'est exactement le même principe. En horaire, on a une tendance baissière très très forte qui sera invalidée si on arrive à casser les plus hauts qui sont désormais de plus en plus bas. Donc pour le moment, tant que cette zone par exemple des 35 000, alors les niveaux du coup vont se rabaisser de plus en plus. C'est-à-dire qu'on peut se tracer notamment ce qu'on appelle des lignes de vitesse. D'ailleurs, je l'ai fait avec la flèche ici. Je l'ai fait avec la flèche ici. Pour le moment, tant qu'on ne pète pas cette ligne de vitesse, bah pour le moment, on est toujours dans le sens du flux. Donc il va falloir une grosse phase de latéralisation pour le moment, sachant que les grosses MM, notamment en H4, ici, pour celles et ceux qui m'avaient suivi sur IVT, ici, mise en alerte, la zone des 28 000. On est dans une tendance haussière. On est ici sur les 28 000 dollars, qui est une grosse zone de support. Attention, commencez pas à paniquer au bout de 10, 15, 20% de baisse. 20% de baisse, on essaye de travailler dans le sens de la tendance. On a fait 28 000, 40 000, 42 000. Là, par contre, on a pété. C'est pas maintenant qu'il faut essayer d'attraper le point bas tous les 1000 dollars. Donc, il va falloir le laisser purger un petit peu. C'est normal, c'est salutaire, tant mieux. On perd 15-20% pour le moment. Alors, c'est clair que si on a acheté ici, ça peut commencer à faire très mal. Mais si on a acheté ici, peut-être qu'on a aussi un niveau d'invalidation à un moment donné. Donc, j'espère qu'il y a un niveau d'invalidation pour celles et ceux qui ont payé, par exemple, là-haut un niveau de validation relativement proche parce que bah, si la tendance haussière se met à mal, et bah, elle se met à mal, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et on attend qu'il y ait une grosse réaction à un moment donné. Donc, est-ce que j'anticipe là maintenant un point où le Bitcoin va s'arrêter? Tout comme je ne sais pas où est-ce que le Bitcoin allait s'arrêter pendant la montée. Il s'est arrêté pour moi sous les 38 000 dollars. C'était un premier gros niveau d'invalidation de cette tendance haussière. La tendance haussière est invalidée. Donc, prochain niveau, 30 300. Voir une réaction là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a réagi là-dessus,
va falloir sacrément de la force pour repéter les niveaux de résistance qui vont se constituer au fur et à mesure qu'il va baisser. C'est vrai, Adeline? Voilà, messieurs, dames. Donc là, c'est face à une purge. Pour le moment, moi j'avais des achats aussi sur les terres, par exemple. Voilà, je vous le dis après coup, mais voilà. J'en avais par là, ici, juste avant l'extraction par le haut. Et puis après, on met des stops suiveurs au fur et à mesure. Et là, on a une grosse phase d'accélération baissière. Et toute cette figure-là, là, tout ce qui s'est passé avant, tout ça maintenant, c'est poubelle, hein. Là, ça y est, on rentre dans une autre phase. C'est pour ça que quand on rentre, notamment sur les cryptos, et lorsqu'on a beaucoup plus de volatilité que déjà, ne serait-ce que sur les indices, faut vraiment y aller avec une prise de recul énorme et faut surtout avoir un plan d'invalidation, que ça soit sur les indices. Encore une fois, moi je vous l'ai montré, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais je pense que c'est important. Par exemple sur l'eurodoll, voilà, l'analyste vous dira, comme je l'ai fait d'ailleurs, hein, bah voilà, je travaille à l'achat, je travaille à l'achat, je travaille à l'achat. Ok, d'accord. Mais la question c'est quand tu rentres, quand tu sors, pourquoi, comment, où. Et bah, à un moment donné, on se prend un stop. Si on travaille dans les tendances, de toute façon, les tendances ne durent pas éternellement. Sinon, il n'y aurait qu'une seule tendance sur le marché, qu'elle soit haussière, baissière ou neutre. Donc, si on travaille dans les tendances, à un moment donné, elle se retournera. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut le point de retournement? C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un sur peut-être, comme sur le dollar d'ailleurs, hein. Combien il y en a qui travaillent à l'achat là? Ta, 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 ta. Ah bah ça y est, j'ai le point de retournement. Ouais, d'accord, mais t'as perdu combien avant d'espérer gagner, d'attraper le point bas ici? Donc, du coup, c'est vraiment très important d'avoir un plan. Et dans le plan, peut-être le plus important du plan, c'est de se dire là où j'ai tort. Et là où j'ai tort, c'est de se dire bah je sors, je passe à autre chose et je vais travailler des tendances un petit peu plus affirmées. Donc là, sur la journée, effectivement, il perd 17-20%. Il n'y a pas d'investissement sans risque et d'autant plus sur quelque chose comme le Bitcoin qui a gagné 900% depuis moins d'un an. 900% de hausse. 900% de hausse, là on perd 20%. C'est-à-dire que depuis le mois de mars, le Bitcoin gagne encore 700%. Donc c'est simplement pour prendre un petit peu de recul par rapport à ces gros mouvements de volatilité. Si on n'est pas prêt à absorber, que ça soit à la hausse ou que ça soit à la baisse d'ailleurs, si on n'est pas prêt à absorber ce type de volatilité, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, faut vraiment pas aller sur les cryptos parce que ça peut aller très très vite. Je pense encore une fois que toutes ces phases de grosse consolidation qu'on a sur les cryptos, alors celle-là elle est violente, hein, mais encore une fois, si on utilise notamment du log, une échelle logarithmique, en fait l'échelle logarithmique c'est ce qui vous permet, je vais pas dire de lisser, mais l'échelle logarithmique c'est ce qui permet finalement de représenter à la même échelle une bougie égale la même variation que maintenant. D'accord? Donc c'est-à-dire que la variation qu'on est en train de faire là aujourd'hui sur le Bitcoin de 20% ici, ça équivaut un peu plus, alors c'est un peu plus que cette variation qu'on avait eue là entre 12 000 et 9 800, etc., etc. Donc l'échelle logarithmique, ça permet de prendre un petit peu de recul sur la hauteur dans lequel il y a des variations comme ça. Comme c'était le cas au mois de mars d'ailleurs, hein, quand il y a eu le Covid, hein. Le Bitcoin a perdu, juste au moment du Covid, a perdu 60% en quelques jours. 60% en quelques jours.
Voilà, messieurs, dames, pour la Traders Room du jour. Donc, les tendances, globalement, vous l'avez compris, que ce soit les indices qui sont en tendance haussière mais qui consolident, que ce soit le dollar qui est en tendance baissière, qui est en train de l'invalider et qui pour moi l'a invalidé, cette grosse tendance baissière que je travaille, que ce soit l'or, l'argent qui était jusqu'à présent dans des tendances haussières quand même nettement affirmées, sont en train de corriger violemment, tout corrige un petit peu violemment. Donc la question dont j'ai pas la réponse pour le moment, est-ce qu'il faut travailler dans le sens de ces tendances daily contre le flux qui est en train de se mettre en place? Certains actifs, entre guillemets actifs, par exemple sur les cryptos, le Bitcoin, c'est beaucoup plus violent que sur d'autres, par exemple que sur les indices. Est-ce qu'il faut tout invalider et partir du principe que ça y est, il y a un retournement de majeur qui est en train de s'opérer sur le marché? Pour le moment, je vous donne mon avis, qui n'engage que moi. Ceci n'est pas un conseil ou quoi que ce soit, comme vous le savez. J'attends de voir que ces gros tournements de tendance aient lieu. Donc, pour moi, travailler dans le sens à très court terme, dans le sens du flux, pas de problème. En horaire, par exemple sur les indices, pas de problème. Par contre, sur des unités de temps plus longues, c'est-à-dire des unités de temps H4 et daily, pour le moment, la tendance reste intacte, donc je vais attendre des gros niveaux d'intervention pour me replacer sur le marché, que ce soit l'eurodoll, que ce soit le dollar, etc. D'ailleurs, même le dollar, hein. Le dollar, regardez, la MM50, elle est ici. Donc, travailler à l'achat le dollar, pas de problème. On est dans une phase de retournement, peut-être. Par contre, dès qu'on va arriver sur des gros niveaux, dans les grosses tendances qui sont en place depuis maintenant pas mal de temps, eh ben, ça sera pour moi l'occasion de prendre le train en marche. Voilà pour moi, messieurs, dames. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci pour votre participation, pour votre présence. Une très belle semaine. Je vous dis à plus tard, à droite et à gauche. Ciao, ciao!